Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce nouveau funeste fret. Alors, ce ne sera pas, à proprement parler, une émission sur la vie et l'œuvre du grand artiste qui vient de prendre congé de nous, j'entendais hier. Bon, entre-temps, j'aurai bien sûr l'occasion d'essayer de vous donner une idée de ce qu'il a pu représenter pour votre serviteur. Vous verrez pas mal de CD audio, oui, je l'annonce d'emblée. Aujourd'hui, il y en aura pas mal, vous verrez pas mal de CD défiler à l'écran. J'entendais hier quelqu'un déclarer, il parlait de le seul artiste à l'annonce de la mort duquel il avait pleuré. Je n'ai pas pleuré, mais je dois dire que jamais je n'ai été à ce point touché, atteint par l'annonce de la disparition d'un artiste, d'un musicien que Parcel, j'ai essayé de le prononcer comme on le fait dans son pays, son patronyme, mais je pense que comme je n'y arriverai pas, alors va, je dirais Lef Schegerstam, j'essaierai de vous donner une idée de ce qu'il a pu représenter pour moi, pour votre serviteur et comme on le fait dans ces cas-là, dans le cadre de on va tout de même parler d'hommage, allons. Essayer de, en même temps, retomber du côté de la littérature et au travers ici, à partir d'un moment, vous aurez l'occasion d'en juger sur la base de transpositions musicales d'œuvres littéraires que notre artiste disparu, qui fut notamment l'un des plus grands chefs d'orchestre de son époque, oui, des transpositions musicales de livres, qu'il a eu l'occasion d'exécuter au cours de sa carrière. Et comme texte d'ouverture dans ce funeste, je vous dirai de qui il s'agit en fin d'émission, mais ce ne sera pas peut-être que ce ne sera pas difficile pour vous de l'identifier et puis vous pouvez déjà aller voir si impatient. En description, en texte d'ouverture, vous allez entendre l'introduction d'un roman gigantesque sur la vie d'un musicien. Et l'écrivain, l'auteur de ce texte, ses amis lui avaient dit: «Si franchement avec ça doit faire près de 1 500 pages au total. Si tu arrives à toucher au moins une douzaine de personnes avec ça, ce sera merveilleux» et une trentaine d'années plus tard, notre écrivain faisait remarquer, somme toute, ça avait fait son histoire d'un écrivain, ça avait fait le tour du monde et était traduit dans au moins une vingtaine de langues. Alors je vais vous lire l'introduction de cet ouvrage, le premier épisode de cette saga, c'en est une. Épisode qui avait pour titre L'Aube. Le grondement du fleuve monte derrière la maison. La pluie bat les carreaux depuis le commencement du jour. Une buée d'eau ruisselle sur la vitre au coin fêlé. Le jour jaunâtre s'éteint. Il fait tiède et fade dans la chambre. Le nouveau-né s'agite dans son berceau, bien que le vieux ait laissé pour entrer ses sabots à la porte, son pas a fait craquer le plancher. L'enfant commence à geindre. La mère se penche hors de son lit afin de le rassurer, et le grand-père allume la lampe en tâtonnant pour que le petit n'ait pas peur de la nuit. La flamme éclaire la figure rouge du vieux Jean-Michel. Sa barbe blanche et rude, son air bourru et ses yeux vifs. Il vient près du berceau. Son manteau sans le mouiller, il traîne en marchant ses gros chaussons bleus. Louisa lui fait signe de ne pas s'approcher. Elle est d'un blond presque blanc, ses traits sont tirés, sa douce figure mouton est marquée de taches de rousseur, elle a des lèvres pâles et grosses qui ne parviennent pas à se rejoindre et qui sourient avec timidité. Elle couve l'enfant des yeux très bleus, très vagues, où la prunelle est un point tout petit mais infiniment tendre. L'enfant s'éveille et pleure. Son regard trouble s'agite. Quelle épouvante! Les ténèbres, l'éclat brutal de la lampe, les hallucinations d'un cerveau à peine dégagé du chaos. La nuit étouffante et grouillante qui l'entoure,
L'ombre sans fond d'où se détachent comme des jets aveuglants de lumière des sensations aiguës, des douleurs, des fantômes. Ces figures énormes qui se penchent sur lui, ses yeux qui le pénètrent, qui s'enfoncent en lui et qu'il ne comprend pas. Lev Segerstam, 1944. Nous revenons à notre écrivain en fin de numéro. Hmm. Vous aurez l'occasion, j'espère, d'apprécier un autre fragment du même livre, Lev Segerstam, 1944. 2024, il nous a quittés peu de temps après la sortie d'un album, d'une édition spéciale, une compile, oui, on va dire ça, qui regroupait quelques-uns de ses meilleurs enregistrements. Et c'est une idée déjà pour le découvrir, l'écoute de cette compile qui est, oui, assez variée, hein. J'ai pu en juger assez variée, assez contrastée. Un joli éventail. Voilà, il nous a quitté peu de temps après la sortie de cette compile qui peut être, oui, une façon comme une autre de le découvrir. Comment votre serviteur a-t-il découvert l'existence de cet artiste? Eh bien, ça remonte à l'année 1996. Oui, j'avais le sentiment, oui, j'étais loin du compte, mais je faisais mine de vouloir me persuader d'être sur le point d'avoir fait le tour. Je faisais mine, je dis bien, d'avoir fait un peu le tour de la musique russe, de la musique russo-soviétique, et j'en étais à l'écoute des symphonies de Schnittke, d'Alfred Schnittke. Nous avons parlé de lui au moment du 25e anniversaire de sa disparition. Et j'ai fait l'écoute cette année-là de la première symphonie d'Alfred Schnittke. Ce ne fut pas facile, cette symphonie, même si nous avions dans ce numéro précédent auquel je viens de faire allusion, nous avions eu tout le temps de démentir la légende, hum, selon laquelle Schnittke n'avait réellement été apprécié dans un premier temps et découvert que par les Occidentaux. Mais bon, voilà, laissons. Vous irez écouter ce numéro qui est toujours en ligne, si ça vous dit, et que je peux mettre, oui, je peux vous le mettre en fin de numéro, en lien, pourquoi pas. Ça doit remonter à, oui, au moins 2 ans. La première symphonie de Schnittke, ce ne fut pas facile, dans son pays, de la faire jouer pour la première fois, hein. Ceci dit, il fallut batailler cette première symphonie et j'en avais fait l'écoute. Symphonie qui a un côté absolument cataclysmique, hein, dans sa dernière partie, avec des clins d'œil aussi à Wagner, à sa chevauchée. C'était à la tête de l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Oui, l'Orchestre de Stockholm, sous la direction de Segerstam. Le fabuleux label BIS, spécialisé notamment dans la musique nordique, beaucoup de musique des 20e et 21e siècles. La première symphonie d'Alfred Schnittke est la même année, figurez-vous. Hein, coïncidence. J'ai effectué ce séjour, un trip d'une petite semaine Russie-Finlande. Je dois dire que j'ai gardé un meilleur souvenir, oui, du temps que j'ai passé sur le sol finlandais. Je suis resté en tout et pour tout 48 heures en Russie. 1996, et là, ces 48 heures, c'était sous la forme d'une excursion touristique où j'étais cerné d'anglo-saxons pour la plupart franchement antipathiques, à un point que j'étais content. Oui, j'étais rudement content lorsque ça s'est terminé. Et
J'ai eu l'occasion avant et après ces 48 heures sur le sol russe, c'était d'ailleurs, ça correspondait au moment je me trouvais à Saint-Pétersbourg le jour de la réélection de Boris Eltsine. Et d'ailleurs, oui, le personnel du musée de l'Ermitage, que j'étais allé visiter, pas tout, car je pense que c'est impossible, sur une journée en tout cas, c'est impossible de tout visiter. C'est le plus grand de la planète, si je ne m'abuse, et le personnel du musée de on avait fermé plus tôt pour ça, de manière à ce que le personnel pût, se rendre au bureau de vote. Et je n'ai pas gardé le meilleur souvenir de ces 48 heures sur le sol russe, ou alors un souvenir très triste, mais laissons aujourd'hui. Ça, entre autres, les sons, si vous le permettez, j'avais davantage profité avant, heu, une bonne journée avant et puis encore, pour ainsi dire, presque un week-end entier, à Helsinki et là, je pouvais me balader, c'était tout à fait libre. Je pouvais faire ce que je voulais, notamment aller fouiner du côté, dans les CD et le plus grand magasin, ça devait être le plus grand magasin de CD classiques du pays. Il n'y en a plus beaucoup comme ça en Europe de nos jours, hein, et je pense qu'à présent, c'est la boîte à musique chez nous, à Bruxelles. Je les salue au passage, même ils me connaissent, je pense, même si ça fait un petit moment que je ne m'y suis plus rendu. Oui, à présent, c'est celui-là, le plus grand magasin où on peut trouver en matériel des CD audio, classiques, alors, j'étais allé fouiner dans celui-là, hein, dans cette, boîte à musique à Helsinki et c'est là que par déduction, j'étais tombé sur 2 CD, du label Bis encore, là de Leif Segerstam lui-même. J'en avais déduit qu'il était également compositeur. Je vais vous les montrer, et le premier que vous allez voir, je pense que c'est l'idéal, à mon avis, pour une première approche, de Lef en tant que compositeur. Alors là-dessus, vous avez, mmh, il désignait ça comme des fragments de son journal intime mis en musique. Les Pensées 1989 et les Pensées 1990, avec également les pensées, dites, par lui, monumentales, très spectaculaires en vérité à écouter. Oui, je vous dis, c'est probablement le plus indiqué, pour débuter, pour une première approche et l'hommage aussi qu'il avait rendu à son illustre compatriote, un des plus grands, chanteurs de tous les temps, basse-baryton, Martti Talvela, qui venait de prendre congé de ce monde, oui, Martti Talvela, je et sur ce CD, c'était le Danish National Radio Symphony Orchestra, avec Sjegerstam à la direction. La cloche, je pense bien qu'elle était peinte par lui. Il y avait, à un moment donné, il y avait assez bien de peinture, car il a été peintre aussi. Il a fait de la peinture à un moment donné, et il y avait des peintures de lui sur certaines de ses pochettes et j'avais fait l'acquisition de celui-ci et l'autre, bon, si vraiment vous tenez à vous considérer comme profane dans ce registre, vraiment, si vous tenez à vous voir de la sorte, je dirais qu'il est peut-être un peu moins accessible que le précédent. J'avais fait l'acquisition de celui avec ce qui était déjà son septième quatuor à cordes et les 6 songs, les 6 chansons expérimentales avec la soprano Taroum Valjaka et le quatuor était exécuté par, ce qui, tout un temps, oui, il y a eu tout un temps un Sjegerstam quartet où il y avait Lef au violon et en compagnie de son épouse, sa première épouse, Annelle, violoniste, pareillement et aussi Maury Pietikäinen et Veikko Oila.
Les 6 chansons expérimentales de 1971, oui, dans sa première période de compositeur assurément, sur des textes, de Blake, William Blake et aussi, alors là, je pense qu'il nous suit, on ne l'a pas fait exprès, également de Wystan Hugh Oden. Et on est sur YouTube, je vais m'autociter, c'est dans le style. Peut-être que dans d'autres temps, en d'autres temps et peut-être encore aujourd'hui, qu'on m'aurait, oui, on se serait fait un plaisir de me dire Fred, décidément, tu as l'art de nous entretenir de gens qu'on ne connaît pas, hein. Je ne suis pas certain que c'est le cas ici, mais bon, c'est vrai que nous évoquons un artiste, ça fera peut-être moins rapidement tilt, si vous n'avez pas, quelques heures au compteur dit sans aucune prétention en matière de musique classique, hein, en général. Peut-être, spécialisé pour ce qui est de vous parler de personnalités, qu'on ne connaît pas bien, ben, je pense que la plupart de celles et ceux qui viennent s'exprimer, votre serviteur aussi, qui viennent s'exprimer sur cette plateforme, on ne sait pas qui ils sont non plus. Alors bon, et c'est tout à fait mmh, dans le style incroyablement bon de voilà, vous avez saisi c'est dans le style de YouTube de s'autociter. Alors je ne vais pas me gêner. J'avais publié immédiatement après avoir appris la disparition de notre artiste, j'avais rédigé ceci et je l'avais publié sur Facebook. Ils n'ont pas, elle ou il encore n'ont pas dû être franchement nombreuses ou nombreux à lire ceci, mais peu importe. Au sujet de Segerstam le compositeur, ben oui, quand on entre dans ses compos, à partir d'une époque, c'est devenu à part, si pas compliqué, comme il est à la mode aussi de dire, oui, si pas compliqué, un peu obsessionnel, hein. Le chef d'orchestre est peut-être le musicien le plus stimulant de sa génération. Premier prix de violon, il était premier prix de violon et après, une dizaine d'années après, il a voulu être aussi premier prix de piano et il l'est devenu. Premier prix de violon, puis premier prix de piano. On disait de lui qu'il avait l'oreille absolue. Eh bien, il devint aussi, figurez-vous, l'auteur du catalogue d'opus le plus improbable, à mettre à poil le Guinness Book. 100 symphonies, puis 200, puis 300, d'un bon quart d'heure environ chacune, un quart d'heure, 20 minutes, produites au rythme infaillible d'une dizaine par an et qu'on ne peut pas lui reprocher. Non, non, certainement pas. Il n'a jamais à proprement parler battu des pieds et des mains, constamment, certainement pas. On ne peut pas lui reprocher d'avoir cherché à tout bout de champ à les mettre en avant de façon outrée, comme j'avais dit. Ces symphonies. Alors on a dit, j'ai fait un melting pot d'appréciation que j'avais pu récolter, si là, au fil des années, sur lui en tant que compositeur. On avait dit musique sujette à controverse, décalée dans son époque même, qui me semblait branché encore dans les années 60-70, mais c'est ce que certains estimaient, hein, pas moi, pas nécessairement. Musique déjà décalée dans son époque même, mmh, subconscient mis en musique, régime de la pulsation libre, c'est comme ça se définissait, qu'il définissait sa méthode de composition théoriquement à partir d'un moment. Une des méthodes, qu'il a proposées, la pulsation libre. On a dit aussi qu'il était le libertador de l'orchestre, le chef qui libérait l'orchestre, le Gustave et un Gustave Mahler du Nord ou Gustave Mahler du Nord perdu, Brahms déguisé en Karl Marx, déguisé en Père Noël, un homme malade, mais là j'avais mis sick ou pas même, comme on voudra,
Ou alors tout juste défi, il y en a qui pensaient encore que son œuvre, c'était tout juste un défi, oui, pour ce qui était de lancer un défi à la maîtrise technique et au professionnalisme des exécutants. Bon, moi, je ne suis ni musicien ni musicologue, et je dois dire que je m'en fiche assez perso après tant d'écoute. Dans sa 14e, on entendait aux 3/4, oui, j'avais rapporté encore cette anecdote. Dans sa 14e, on entendait aux 3/4 la mise en pièce d'un quotidien. C'était le Helsingin Sanomat, souvent hostile, qui lui avait été souvent hostile en tant que compositeur. Et oui, à un moment donné, un journal qu'on mettait en pièces. Et Sjegerstam je m'étais dit ça sur le coup, à la première écoute de celle-là, il avait visé juste. L'art est toujours, d'une manière ou d'une autre, règlement de compte. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Vous pouvez ne pas l'être, pas d'accord. Alors, Hem, il y a j'avais mis un lien, j'avais mis sa symphonie numéro 253, 253. Elle avait été créée avec l'orchestre de la BBC en 2011. C'était sa préférée, je pense. Elle m'a accompagné, oui, j'avais encore dit qu'elle m'avait accompagné dans pas mal de projets foireux ou un peu moins, mais je n'avais pas remarqué le titre, oui, le titre, qu'il lui avait donné. Follement seul à Noël, mais bien en famille dans des univers de son. Dans mon superbe anglais Crazy Alone, on pouvait lire Crazy Alone sur le CD, Crazily, pardonnez-moi, c'est différent, hein, l'adverbe. Follement, Crazily Alone, seul at Christmas, but in the family of universes of sounds. Il insistait sur le pluriel, sur une dimension même de multivers. Je ne vous ai pas montré celui-ci que vous allez voir maintenant, hein. On va revenir en caméra normale. Je vais encore vous en montrer un de lui, et comme ça on le verra apparaître à l'écran. Il n'était pas choqué, hein, quand on disait de lui, et d'ailleurs au bout d'un moment il se présentait comme ça. Il aimait bien, voilà, je suis devenu avec le temps une espèce de mélange de Karl Marx, de Brahms réincarné, qu'on dit réincarné, hein, et de Santa Claus. Alors Santa Claus, le voici. Cet album-là, à écouter oui, à écouter seulement quand on commence tout doucement à devenir fan. Tout doucement, et là vous avez les symphonies numéro 81, 162 et 181, enregistrées en Norvège, avec le Bergen Philharmonie Orchestra. C'était sorti il y a une bonne douzaine d'années, ce CD. Le label finlandais Ondine, hein, on trouve naturellement pas mal, mais pas seulement chez Ondine, dans ce label, comme pour le label BIS, il y en a pas mal, hein, de lui. C'est pas le choix qui manque, mais sa discographie, on y revient en cours de numéro, c'est pas le choix qui manque. Chez Ondine non plus, hein. Oui, celui-là, à écouter oui, au bout d'un moment. Peut-être pas en premier. Et bon, je vous ai rapporté tout le blabla que j'avais posté, tout mon blabla, posté sur Facebook. Ce serait peut-être mieux de lui donner la parole à lui maintenant. Et cet après-midi, j'écoutais, pour la première fois, je ne la connaissais pas celle-là, une interview de lui. Le journaliste, je dois dire, il avait de bonnes questions. Oui, de très, très bonnes questions, et entre autres, il lui avait demandé si musicien, chef d'orchestre, compositeur, prof, pédagogue et philosophe aussi, et là, il avait répondu catégoriquement non. Je ne me considère pas comme philosophe, mais en vérité, j'ai toujours eu un... C'est la vidéo, si vous souhaitez aller l'écouter, elle n'est pas difficile à trouver, c'est celle où il est habillé comme moi, avec une chemise comme la mienne, mais avec des carreaux rouges et blancs. Pour sa part, non, je ne me considère pas comme philosophe du tout, mais j'ai toujours
Oui, il ajoutait, rapporté en ces termes à lui: «Ça n'a jamais vraiment été ma came, le to be or not to be». Ce serait, je préfère reformuler de la sorte. Poser la question ou pas, hein, poser la question ou ne pas poser la question, être, c'est ça. Voilà. Et le journaliste, dans la foulée, car il devait diriger, il allait donner un concert, il allait exécuter la première symphonie de Bruckner, une œuvre révolutionnaire. Dans le second mouvement, pour la première fois dans une symphonie, Bruckner supprime la tonalité, hein, et il allait exécuter celle-là, la première de Bruckner, et le journaliste, oui, il avait de bonnes questions, je trouve. Quelles recommandations, dans quel état d'esprit recommanderiez-vous de venir à une personne qui, pour la première fois, ferait l'expérience d'un concert comme ça? Alors écoutez bien. J'ai traduit de mon mieux l'anglais de notre artiste, assez particulier là aussi, je dois dire. J'ai essayé de la première à la dernière note, du premier au dernier son, plutôt. Plus ouvert et profond tu seras, pardon, plus ouvert et profondément curieux, tu seras, plus survivront ces sons dans ton âme et et dans ton tout, dans ton âme et dans ton tout, et tu seras à même d'arriver à absorber en toi, en ton subconscient, tous ces sons en ton subconscient, ce subconscient que, bien entendu, nous ne pouvons pas, contrôler. Mais si tu es d'accord d'être ouvert, curieux, follement curieux, dès l'instant, précédant celui où tu commences à t'imprégner de la musique alors tu seras très épanoui quand tu prendras congé du grand concert de la vie, hein. Je pense qu'il est inutile, d'ajouter quoi que ce soit. On va revenir à sa discographie dans quelques instants, mais on va faire une petite pause avec des nouveautés livresques. Je n'avais pas envie, non pas que je, trouvais ça opportuniste, téléphoner, mais je n'avais pas follement envie là de vous présenter, sur le coup de la littérature de son pays, de la littérature finlandaise, mais le hasard a voulu que, je fisse l'acquisition du premier bouq du oui, du bouquin que vous allez voir, et l'action se passe en 1944, l'année de sa naissance, oui. Et dans la même interview, à un moment, il avait l'air, oui, d'accorder beaucoup d'importance sur le plan symbolique aux chiffres. Il disait: «L'année de ma naissance, 1944, en anglais 44, et si j'ai bien compris, phonétiquement, dans une ancienne langue scandinave, prononcé, oui, phonétiquement, ça renvoyait à la mort. Alors du coup, ça l'interpellait assez, je dois dire. Alors oui, un livre dont l'action se passe en 1944, l'histoire, d'une femme, qui enquête, sur la disparition pendant la guerre de son époux. C'est un livre que l'on doit à Petra Rautiainen. Elle est née en 1988 et ça me fait toujours bizarre. Alors là, ce que je me sens vieux quand je dis ce genre de choses. Dans un funeste Fred, une autrice, j'avais 16 ans quand elle est née, hein, oui. Décidément, et son bouquin est intitulé Un pays de neige et de cendres. Très très bien, si vous cherchez, nous n'allons pas dire, ce n'est pas le terme que je chéris dans mon funeste, mais je ne maudis pas non plus ce terme, un livre délassant à lire, en tout cas oui, un livre agréable et l'occasion d'apprendre un certain nombre de choses, mais je ne voulais pas m'attarder sur de la politique dans ce numéro, et sur l'histoire complexe, en vérité, de son pays natal, Un pays de neige et de centre. Je vous le montre, le livre de Petra Rautiainen. Pays
de neige et de cendres aux éditions Seuil dans la collection Point. Et celui-là, je n'en ai pas encore fait l'acquisition, mais je vous le signale, c'est Harald à la dent bleue, le livre sur ce souverain danois. Hein. C'est l'occasion, comme ça on l'aura dit, les grands orchestres qu'il aura dirigés, eh bien, Leif aura dirigé l'Orchestre symphonique du Danemark dans les années 80, 1983, 1987, dans ces eaux-là, et puis ce sera l'Orchestre symphonique de Suède, et ensuite, au fur et à mesure, il se rapproche de son pays natal. Helsinki et puis les derniers temps, Turku. Voilà. Alors je vous ai dit, il a dirigé l'orchestre symphonique du Danemark et ici c'est la vie d'un souverain danois, celui qui a opéré la transition de son pays du paganisme au christianisme. La bio d'Harald à la dent bleue par une historienne, oui, Mirbois, Lucie Mirbois, qui a connu un joli succès avec un autre livre sur les peuples du Nord. C'est son titre, Les peuples du Nord. Et ici, Sabio d'Harald, à la dent bleue, qu'on surnommait aussi Harald à la dent carillée, aussi est désormais disponible en format de poche et c'est chez Texto. Toutes les références, comme d'habitude, pour tous les livres, comme pour tous les numéros de notre Funeste, en partie description de la vidéo. Voilà, un pays en fonction de vos goûts, de vos attirances, ou alors les deux, si vous êtes partant pour les deux. Un pays de neige et de cendres et Harald, la saga, mais la saga par une historienne contemporaine, une scandinaviste contemporaine, notre Lucie. Harald. Retour à la biographie, je vous dis, c'est pas le choix. La discographie, excusez-moi. La discographie de Leif Segerstam, je peux vous recommander parmi les enregistrements récents ou relativement récents, la huitième de Bruckner. Hein, on a déjà fait allusion aujourd'hui à Bruckner. Ça doit être la plus longue des symphonies, la huitième, d'Anton Bruckner. Il avait aussi, on va dire, dans les 20 dernières années, réenregistré l'intégrale des symphonies de Gustav Mahler, y compris la dixième dans la version qui a été proposée post-mortem. Je ne suis plus en mesure de vous dire le nom du musicien qui, je peux mettre ça en description, qui s'était occupé, hein. Donc là, vous avez les 9 symphonies et puis vous avez aussi ce qu'on considère la version proposée dans son intégralité de la dixième de Mahler. Alors, qu'est-ce que j'avais relevé encore? Scheherazade de Rimsky-Korsakov et la septième de Shostakovich, que j'aime beaucoup son exécution, car il arrive à... Oui, je vous dis, dans ce numéro, pas d'allusion politique, certainement pas, hein, à l'histoire non plus, à l'histoire politique non plus, mais j'aime bien la façon, malgré tout, dont il arrive à transcender la dimension, le contexte dans lequel l'œuvre a été créée, dont il parvient à transcender tout ça, le contexte militaire, la dimension guerrière militaire, pour nous restituer l'œuvre là dans son intégralité avec un rendu humaniste. Il n'a peut-être pas été le seul à procéder de la sorte, hein. Mais j'apprécie beaucoup sa direction de la septième de Shostakovich. Vous l'avez saisi pour ça, et puis vous pouvez aussi écouter les concerts avec sa fille, les concertos pour violoncelle. Sa fille, Pia Segerstam, qui y réside depuis des années. Elle réside et travaille dans le sud de la France, à Montpellier. Elle a épousé un Français, le pianiste Christophe Sirodo, comme ça vous saurez tout, qui remarquable interprète de l'œuvre pour piano de son beau-père. Alors, sincères condoléances à Madame Segerstam, violoncelliste, qui
Écoutez ce d'Elgar et de Dvorak, hein, avec son paternel à la direction. Vous pouvez vous passer ça aussi. Ce ne sont pas les vidéos qui manquent. Oui, les symphonies de Peterson, hein. Si, je dirais que si vous appréciez la musique scandinave contemporaine ou si Segerstam en tant que compositeur vous botte, écoutez hein, les symphonies de ce compositeur très singulier là aussi, sous la direction de Segerstam, Alan Peterson, hein. Voilà, encore un joli éventail. Alors, les CD que vous allez voir maintenant, ils ont en commun mes favoris, perso, qui ont en commun d'être dans les plus, on ne va pas dire les plus improbables, les plus rares, et on va glisser, oui, comme prévu, on va glisser vers la littérature et tout doucement vers ce qui sera notre texte de clôture. Alors je vais vous montrer dans un premier temps, dans les derniers que vous allez voir, le livre de la jungle, d'après Rudyard Kipling. Et là, c'était l'orchestre, un enregistrement vers 1985, à la tête de l'orchestre symphonique de Rhénanie-Palatinat. Et c'est avec cet orchestre qu'il aura effectué la plupart de ses plus beaux et de ses plus intéressants, oui, surtout de ses plus intéressants, de ses plus rares enregistrements en matière de musique française ici. Oui, Coquelin pour compositeur et, d'après un auteur anglais, il va sans dire, le livre de la jungle. Ne pensez pas, oui, ne pensez pas avoir affaire à une musique de type hollywoodienne, de film hollywoodien ou à la Walt Disney. Oh non, il faut un certain temps pour rentrer, celle-ci pour rentrer dedans, pour arriver à l'appréhender. En général, plusieurs écoutes sont nécessaires. Ça passera ou ça cassera, mais croyez-moi, si ça passe, il y aura de fortes chances, ça fera certainement partie des joyaux de votre discothèque, le cas échéant de votre discothèque numérique, de Charles Coquelin, hum, Jungle Book, le livre de la jungle, et de Coquelin toujours. Je vais vous montrer les heures persanes qui existe également, qu'on peut écouter aussi dans... Je n'ai pas de préférence, j'aime autant les deux, les heures persanes qui existent aussi en version clavier, piano. On revient à Coquelin avant la fin de ce numéro. Vous allez voir apparaître maintenant un CD d'un compositeur malouin, à ne pas confondre avec Aubert. Le Aubert, celui, vous savez, de la muette de Portici, à l'origine, entre guillemets, de notre indépendance belge. Ici, c'est Aubert avec T, notre malouin. Louis Aubert, et parmi ses CD les plus rares, assurément, chez Gerstam aura enregistré ce disque d'œuvres orchestrales, toujours avec l'orchestre de Rhénanie Palatinat. Œuvres orchestrales de Louis Aubert, un compositeur qui aura vécu à cheval sur le 19e et le 20e. Il a vécu 90 ans, 90 ans. Et alors, pourquoi Charlie Chaplin? Oui, pourquoi en couverture, en photo, en pochette, Chaplin? Pourquoi Chaplin? Tout simplement parce que là-dessus, vous avez l'œuvre intitulée Cinéma. Ce sont 6 tableaux symphoniques. Douglas Fairbank, Mary Pickford, Rudolph Valentino, Chaplin et les nymphes hollywoodiennes. Tout de même, Chaplin et les nymphes hollywoodiennes, et puis Walt Disney. Et puis Charlie amoureux, et ça se termine, ce cycle se termine, il y a une valse pour clôturer, valse finale, et puis vous avez le tableau symphonique Dryade, les feuilles d'images, 5 pièces enfantines, et
nous y voilà, le tombeau de Chateaubriand, hein. Nos perspectives littéraires. Et pourquoi oui, en ce qui concerne Louis Aubert, il était natif de Saint-Malo. Le tombeau de Chateaubriand se trouve dans ce qu'on nomme l'îlot de Baie, hein, si je le dis correctement. Corrigez-moi encore, hein, amis hexagonaux. L'îlot de Baie à Saint-Malo, et ce ne fut pas facile pour Chateaubriand d'arriver à obtenir comme une concession pour ça. Il a dû, pour lui, hein, lui qui souhaitait avoir son tombeau pour faire face à la tempête, tempête, oui, de là où il venait, hein, cette tempête durant laquelle il était né, il souhaitait y retourner, comprenez, faisant face à la mer, faisant face à la tempête, et il avait dû batailler durant une dizaine d'années avec les municipaux de Saint-Malo qui n'avaient pas l'air de tellement le porter dans leur cœur, d'être de très grands fans, là, de très grands fans d'Alphonse de Chateaubriand. Mais 10 ans avant sa mort, il y était tout de même parvenu. Et au départ, il y avait des grilles autour de ce monument. Et durant la Seconde Guerre mondiale, ça avait été endommagé par un obus allemand. Et après ça, on avait fait le choix de supprimer entièrement la grille et de procéder avec 3 murs. 3 murs seulement, et de manière voilà, comme ça, il fait face directement à la mer, librement, comme il le souhaitait. Et Flaubert écrivait, j'ai noté dans un petit coin ce que Flaubert, lui, a écrit, avait écrit, avait composé en vers pour sa part sur le château, pardonnez-moi, le tombeau de Chateaubriand. Oui, voici. Il dormirait là-dessous, il dormirait là-dessous, la tête tournée vers la mer dans ce sépulcre bâti sur un écueil. Son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des autres et entourée d'orages. Gustave Flaubert. Oui, alors, oui, forcément, il était natif de là, Louis Aubert, hein, il a composé cette pièce sur le tombeau de Chateaubriand. Et pourquoi notre chef d'orchestre, oui, pourquoi il a arrêté son choix à un moment donné sur l'œuvre de Louis Aubert? À mon avis, c'est que on peut les rapprocher. Louis Aubert n'est peut-être pas passé, hélas, à la postérité, de la même manière que d'autres compositeurs des contemporains de lui, hélas. Mais Segerstam et Louis Aubert, ils ont en commun d'avoir été des orchestrateurs, ce qu'on a appelé des orchestrateurs féeriques, hein. Là où il fait en premier l'unanimité, je pense, c'est sur le plan du son, en tant qu'orchestrateur féerique, compositeur ou chef d'orchestre. Segerstam, c'est là qu'on l'évoque en premier. Et je pense bien oui, assurément, qu'il fait l'unanimité. Alors, oui, ce pont autour de ce monument malouin, du tombeau de Chateaubriand, je vous invite à faire l'audition de cette très belle partition française, si méconnue. Et je ne suis pas certain qu'il y ait eu d'autres enregistrements, voire d'autres, je ne suis pas sûr, d'autres exécutions depuis. Hmm. Le tombeau de Chateaubriand, Chateaubriand, et puis notre texte d'ouverture. Oui, Chateaubriand et puis Romain Roland. Le texte d'ouverture, c'était le texte d'introduction de l'Aube, le premier livre de la saga de Jean-Christophe, la vie de Jean-Christophe, la vie de notre musicien par Romain Roland. Je vais peut-être, avant de vous faire la lecture et de clôturer notre numéro, vous donner quelques repères sur Jean-Christophe, hein. Et là, ses amis à Romain lui avaient dit, franchement, ça fait un peu cette vie de musicien, elle doit faire plus de 1500 pages. Et ses amis lui avaient dit, franchement, si tu fais à tout casser une douzaine de lecteurs avec ça, ce sera merveilleux. Et une trentaine d'années plus tard, Romain faisait rétrospectivement remarquer que ça avait fait le tour du monde et été traduit dans au moins une vingtaine de langues. Mm.
Je dédie naturellement ce texte de clôture à Lev Segerstam, oui, sincèrement. Jamais l'annonce de la disparition d'un compositeur ne m'avait atteint, affecté à un tel point. Bon, vous savez, la semaine dernière, j'étais pas très bien avec cet horrible abcès. Maintenant, ça va un petit peu mieux. J'espère que ça se sentait tout de même un petit peu, tout de même, dans notre enregistrement. Et oui, franchement, j'avais plus envie de rien après ça. Et comme j'avais rien de spécial de prévu ce jour-là, je suis allé m'allonger un moment. Et j'ai même mis sur Facebook, et qu'est-ce qu'on va foutre maintenant que Dieu il est plus là, maintenant que Dieu il est mort, hein. Bon, façon de restituer les choses, bien sûr, de la part de votre serviteur. Oui, ses amis lui avaient dit, franchement, ton Jean-Christophe, là, il passera jamais. Il est, oui, il est peut-être, depuis la mort de l'écrivain, quelque peu tombé dans l'oubli, et c'est franchement une œuvre qu'il faut redécouvrir, hein. Voilà, dernière recommandation que je donnerai sans doute pour aujourd'hui. Vous voyez, je possède une intégrale, de ce Jean-Christophe. Et c'est que vous avez entendu tout à l'heure l'introduction du premier livre, c'est l'Aube, et je voulais pas montrer le dernier CD, pardon, le dernier CD audio matériel. On revient à Charles Coquelin. C'est que Coquelin a transposé en musique Le Buisson Ardent, et Le Buisson Ardent, c'est le titre donné par Romain, suivez-moi bien, à l'avant-dernier volume de Jean-Christophe, ou si vous préférez, l'avant-dernier épisode, le Buisson Ardent, et là-dessus, il y a aussi Au loin et sur les flots lointains voilà, que je vous encourage il va sans dire, à découvrir ou redécouvrir aussi. Et dans sa transposition, dans son Buisson Ardent, Coquelin a recours aux ondes Martineau. Voilà, si ça peut, un élément comme un autre, si ça peut vous donner envie d'écouter. Je vais dans mon Jean-Christophe. Merci pour tout, Lef, hein, Lef, toi qui portais si bien ton prénom, Vie, Lef, avec une œuvre, dans l'ensemble, une production, on prend tout, hein, aussi bien ses enregistrements de chef d'orchestre que ces symphonies. Je pense qu'un tiers seulement de ces symphonies ont été enregistrées à ce jour. On y reviendra, hein. Je vous expliquerai les raisons pour lesquelles ce ne serait peut-être pas la meilleure idée d'enregistrer une intégrale de toutes ces symphonies. Ça représenterait déjà un nombre d'heures considérables, hein, mais je me contenterai de dire que pour le moment, ce serait bien peut-être de procéder comme on fait avec les bons crus. Oui, on enregistrait une de temps en temps parmi celles qui ne l'ont pas encore été. Je ne sais pas s'il a donné des directives, s'il était d'accord pour que d'autres, voilà, pour l'exécution de ces symphonies par d'autres. Oui, ce sera peut-être difficile sans lui. Vous comprendrez où je veux en venir si vous souhaitez, si vous allez investiguer davantage, si vous faites davantage connaissance avec lui. Donc merci à lui pour tout, hein, pour l'ensemble de sa production. Et le journaliste dont je vous parlais, quand il lui demandait ce que ça lui faisait d'être, oui, il doit l'être dans le livre des records, hein, comme à l'époque, il en était à 291, je pense. Ce que ça vous fait d'être détenteur du record du plus grand nombre de symphonies. Et ça ne lui faisait manifestement aucun effet, et plutôt que de dire ça de lui, il aurait préféré. Et oui, il avait toujours, partout où il allait, où
il opérait, il s'exprimait, il avait, il faut le reconnaître, une façon, à partir d'un moment particulier, de s'exprimer, mais plutôt que de balancer ça, sur lui, il aurait simplement préféré qu'on prononce son prénom. Voilà, qu'on dise la vie. OK. Alors, je prends mon Jean-Christophe. J'espère que ça vous plaira. Vers la fin de l'été, un ami parisien qui passait en Suisse découvrit la retraite de Christophe. Il vint le voir. C'était un critique musical qui s'était toujours montré le meilleur juge de ses compositions. Il était accompagné d'un peintre connu qui se disait mélomane et admirateur, lui aussi, de Christophe. Ils lui apprirent le succès considérable de ses œuvres. On les jouait partout en Europe. Christophe témoigna peu d'intérêt à cette nouvelle. Le passé était mort pour lui, ses œuvres ne comptaient plus. Sur la demande de son visiteur, il lui montra ce qu'il avait écrit récemment. L'autre n'y comprit rien. Il pensa que Christophe était devenu faux. Pas de mélodie, pas de mesure, pas de travail thématique, une sorte de noyau liquide, de matière en fusion, qui n'est pas refroidi, qui prend toutes les formes et qui n'en a aucune. Ça ne ressemble à rien. Des lueurs dans un chaos. Christophe sourit. C'est à peu près cela, dit-il. Les yeux du chaos qui lui pardonnez-moi, les yeux du chaos qui luisent à travers le voile de l'ordre. Mais l'autre ne comprit pas le mot de Novalis. Il est vidé, pensa-t-il. Peut-être comme moi aujourd'hui. Christophe ne chercha pas à se faire comprendre. Quand ses hôtes prirent congé, il les accompagna un peu, afin de leur faire les honneurs de sa montagne. Mais il n'alla pas bien loin. À propos d'une prairie, le critique musical évoquait des décors de théâtre parisien et le peintre notait des tons sans indulgence pour la maladresse de leurs combinaisons qu'il trouvait d'un goût suisse, tarte à la rhubarbe, aigre et plate, à la Haute-Claire. Il affichait d'ailleurs à l'égard de la nature une indifférence qui n'était pas tout à fait simulée. Il feignait de l'ignorer. La nature, qu'est-ce que c'est que ça? Connais pas, lumière, couleur, à la bonne heure. La nature, je m'en fous. Christophe leur serra la main et les laissa partir. Tout cela ne l'affectait plus. Ils étaient de l'autre côté du ravin. C'était bien. Il ne dirait à personne pour venir jusqu'à moi, prenez le même chemin. Le feu créateur qu'il avait brûlé pendant des mois était tombé. Mais Christophe en gardait dans son cœur la chaleur bienfaisante. Il savait que le feu renaîtrait. Si ce n'était en lui, ce serait dans un autre. Où que ce fût, il l'aimerait autant, ce serait toujours le même feu. En cette fin de journée de septembre, il le sentait répandu dans la nature entière. Il remonta vers sa maison. Un orage avait passé, c'était maintenant le soleil. Les prairies fumaient, des pommiers, les fruits mûrs tombaient dans l'herbe humide, tendue aux branches des sapins, des toiles d'araignées brillantes encore de pluie étaient pareilles aux roues archaïques de chariots mycéniens. À l'orée de la forêt mouillée, le pivert secouait son rire saccadé, et des myriades de petites guêpes qui dansaient dans les rayons de soleil remplissaient la voûte des bois de leurs pédales d'orgue continues et profondes. Christophe se trouva dans une clairière au creux d'un plissement de la montagne. Un vallon fermé, d'un ovale régulier que le soleil couchant inondait de sa lumière. Terre rouge, au milieu, un petit champ doré, blé tardif. Blé tardif et jonc, couleur de rouille. Tout autour, une ceinture de bois que l'automne mûrissait. Êtres de cuivre rouge, châtaigniers blonds, sorbiers aux grappes de corail, flammes des cerisiers aux petites langues de feu, broussailles de myrtille aux feuilles oranges, cédras, bruns, amadou brûlé, tel un buisson ardent.
et du centre de cette coupe enflammée, une alouette, ivre de grains et de soleil monté. Et l'âme de Christophe était comme l'alouette. Elle savait qu'elle retomberait tout à l'heure et bien des fois encore, mais elle savait aussi qu'infatigablement, elle remonterait dans le feu, chantant son tyroli qui parle à ceux qui sont en bas de la lumière des cieux. Romain Roland, Le buisson ardent. Merci à vous et sincèrement, pardonnez-moi. J'espère vous retrouver dans une forme, oui, nettement rétablie, pour sûr, dans une meilleure forme, dans moins d'une petite semaine. À très bientôt.